Bonjour Jean-Lemay. Bonjour. Merci d'être avec nous pour le 25e anniversaire du mouvement des établissements verts Brandzin. Ça me fait vraiment plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait que tout jeune, on décide de s'engager? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans le fait que dans les décisions que tu as prises dans ta vie? C'est très drôle parce que bien que certaines personnes peuvent penser que je viens d'une ville ou d'un village près de la mer au Québec ou près du Saint-Laurent, non, en fait, je viens vraiment d'une ville qui était très, très loin du fleuve. Je viens de Drummondville et c'est très tard, en fait, que j'ai pris connaissance de ce grand fleuve, de cette mer intérieure qu'est le Saint-Laurent. C'est à l'âge de 19 ans, en fait. Oui. Donc, quand je suis arrivé, je me souviens sur les bords du petit village de Longue-Pointe de Mingan et que j'ai vu, pour la première fois, en fait, j'ai pu porter le regard sur un horizon sans fin, sans obstacle. C'était quelque chose de significatif, là. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué, en fait. Et c'était comme une invitation à partir vers le large aussi. Et donc, cette envie de partir, de découvrir, de m'ouvrir au reste de la planète, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que c'est ta formation en biologie qui t'avait amené à Longue-Pointe de Mingan? Curieusement, j'étais un spécialiste des oiseaux avant de devenir un spécialiste des baleines. Alors, c'était une colonie de macaremoines qui nichait sur l'île aux perroquets. C'était le seul endroit au Québec vraiment où on pouvait les voir, là, en tout cas, avoir accès à cette colonie-là. Et pour me rendre sur l'île aux perroquets, j'avais besoin d'avoir un moyen de transport. J'ai demandé à quelqu'un qui était là avec sa petite équipe, qui s'appelait Richard Sears, qui était un spécialiste des baleines. Et on a cliqué, il m'a dit, écoute, est-ce que tu viendrais en mer? Et puis, le lendemain matin, je suis parti. Et je me souviens, c'est un matin de brume. On est embarqué dans un pneumatique. C'était ma première expérience en mer, vraiment. Et on n'avait pas fait 5-10 minutes juste au large de l'île aux perroquets. Dans la brume, il y a une baleine bleue qui a soufflé à côté de notre pneumatique. Et là, ma vie venait de basculer. J'avais l'être le plus grand de tous les temps à quelques mètres de moi. Et ça a été vraiment quelque chose de très, très fort à l'intérieur. Et je me suis mis à rêver. Et vous savez, quand on rêve, bien évidemment, tout est possible. Alors, c'est comme ça que tout a commencé, ensuite. Oui, et entre le rêve et la réalité, le passage de biologiste à la prise de la caméra, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très drôle, ça. C'est une autre histoire invraisemblable. Je faisais, dans ce temps-là, une thèse sur la pigmentation de la peau chez les baleines pour photo-identifier des rorquals communs. Richard Sears avait mis au point cette technique de photo-identification chez les rorquals bleus. On connaissait bien la photo-identification chez les rorquals à bosse par des photos de l'intérieur de la queue. Au niveau de ma thèse, moi, c'était avec le rorqual commun, donc plus difficile. Donc, j'avais développé une technique d'approche avec mon bateau pneumatique pour être dans les groupes de baleines sans les déranger. Ce qui devenait un atout formidable pour les cinéastes. Et donc, il y a un cinéaste allemand qui est arrivé et qui m'a engagé pour pouvoir être au centre des groupes de baleines. Et c'était très drôle parce que c'était un cinéaste qui avait fait des grands films, il avait participé à un James Bond et tout ça, mais il ne connaissait rien aux baleines. Alors, c'est un peu moi qui lui disais, elle va sortir à telle place. Quand il plongeait, je disais, tu peux couper, parce qu'on tournait en film dans le temps. Et donc, je me retrouvais à diriger un peu, à réaliser sur le terrain. Et c'est comme ça que je me suis dit, finalement, peut-être que je pourrais acheter une caméra. Et vous savez, quand vous faites de la recherche, plus vous vous surspécialisez et plus l'auditoire devient restreint. Vous parlez à quelques scientifiques. Le film devenait une façon de changer le monde pour moi qui était formidable. Je pouvais passer le message et aller chercher un vaste auditoire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films, en fait. Et on a commencé par une première mission. C'est l'Arctique qui t'a intéressé dans un premier temps? Oui, en fait, j'ai fait un premier film sur les mammifères marins qui s'appelait Mission mammifères marins. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelait Rencontre avec les baleines du Saint-Laurent qui a eu un très grand succès. C'est très drôle parce que
Je pense qu'on a fait ça en 94, puis il joue encore à Taboussac, donc c'est très drôle. Il serait temps que j'en fasse un autre. Et ensuite, la grande mission, c'est vraiment quand on a acheté le Cessna 4, une gang de fous, principalement des îles de la Madeleine, et puis on est parti faire le passage du Nord-Ouest. Cette année-là, on était le 7e voilier de l'histoire de la navigation à le réussir, parce qu'il y avait beaucoup trop de glace dans le temps. On est en 2002. Nous sommes retournés avec le même Sedna 13 ans après, en 2015. Même endroit, même période de l'année. Il n'y a plus... il n'y avait rien. Il n'y avait pas de blanc autour, il n'y avait pas de glace, il n'y avait rien. C'est fou comment l'Arctique est devenu un témoin des changements climatiques. Alors, donc, première mission arctique. Ensuite, on en a fait une autre sur les baleines au large de l'Islande et du Groenland. Ensuite, évidemment, la grande mission en Antarctique, où on a hiverné pendant 430 jours. Et ensuite, 1000 jours pour la planète, 3 ans au tour du monde. Et à travers tout ça, bien, ce désir de changer le monde, mais ce désir surtout d'aller chercher les jeunes, hein, de les toucher, de les faire rêver. Et c'est pour ça qu'on a toujours été très, très présents dans les écoles pour essayer d'initier ce rêve qui peut changer des vies. Oui. Donc, on s'est connus pas mal autour de 1000 jours pour la planète. Il y a plusieurs classes d'établissements vers Brundtland qui ont participé. Qu'est-ce que tu retiens de ce contact-là direct avec les jeunes? Je retiens beaucoup le travail formidable des professeurs qui sont associés à ça. Nous, évidemment, on peut arriver avec des contenus. C'était souvent complexe pour eux parce que c'était des vidéoconférences en direct par satellite dans les classes, puis des trucs comme ça. Mais il y a un travail formidable qui va bien au-delà de ce qu'on leur demande aux professeurs. Il faut réaliser que tout ce personnel qui est au niveau de l'éducation, il est en train de préparer le futur du Québec, là. La base de ce que nous serons demain. Si une société n'investit pas dans sa jeunesse, je veux dire, c'est le meilleur investissement que l'on peut faire. Il faut investir dans nos jeunes, Et pour ça, bien évidemment, ça prend du personnel qui est dévoué. Donc, nous, on était un petit maillon de ça, mais travailler avec les établissements vers Brundtland, ça a été formidable parce qu'il y a toute une expertise autour de ça et surtout une passion. Donc, vraiment, ce fut des partenaires exceptionnels. Donc, à travers toutes ces missions-là, donc il y a plusieurs constats que tu as pu faire. Tu parlais du retour dans le passage nord-ouest, la prise de conscience des changements climatiques. Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les constats à travers ces voyages? Ça va vite. Les changements s'opèrent à vitesse grand V, puis ce qui va nous manquer le plus, c'est le temps, selon moi. Les défis sont énormes. On a besoin d'un vent de changement. On a besoin de nouvelles sociétés qui s'orientent avec des notions nouvelles où l'économie et l'écologie ne doivent pas être en confrontation, mais doivent être de pair. Donc, on parle vraiment de développement durable. On parle de nouvelles mentalités. Et ça, je veux garder espoir à cause des jeunes. J'ai parcouru la planète, j'ai été touché, j'ai été découragé. Et je vous avoue franchement que le seul espoir que je rapporte de tous mes voyages, que je ramène de tous mes voyages, ce sont ces jeunes qui ont décidé de prendre les choses en main et qui, inévitablement, auront le pouvoir demain. Donc, je pense qu'on est entre bonnes mains. Je pense qu'on n'a pas été très bon pour leur léguer une planète en santé, mais on a été pas mal pour leur léguer les valeurs qui seront nécessaires au futur. Alors ça, évidemment, c'est peut-être notre seul grand bon coup, mais j'ai très confiance en cette génération de demain qui croit que les choses peuvent changer. Ce changement, ce vent de changement, il a besoin de souffler très, très fort et rapidement pour qu'on puisse être capable de gonfler les voiles de notre grand bateau qui s'en va en ce moment
vers un avenir incertain. Donc, on a besoin rapidement de ces jeunes. On a besoin également, je dirais, à travers les établissements vers Brundtland et à travers tout ce réseau d'éducation, de créer des nouveaux leaders pour demain. C'est ça qu'on a besoin beaucoup. Alors, des leaders qui ont une pensée sociétale beaucoup plus avancée dans le sens du bien commun. C'est une notion qu'on a perdue beaucoup. Alors, ramenons ça au bien commun, à la justice. Puis, ce sont les jeunes qui vont porter cette nouvelle mission. Donc, tu as été nommé récemment là, émissaire Oui. au changement climatique et aux affaires nordiques pour le gouvernement du Québec. Ça t'amène à un nouveau travail, une Oui. nouvelle façon de rencontrer les gens. Donc, tant tu rencontrais les gens à travers ton travail de documentariste, de cinéaste, maintenant, c'est des contacts directs avec des politiciens. Avec des décideurs. Des décideurs. C'est ça qui est un peu particulier. J'avoue que je dois m'adapter. Hein? Je suis passé du linge d'expédition à la cravate. Ça fait un gros choc pour moi, mais au-delà de tout ça, ce qui est important pour moi, c'est de voir ce qui se fait ailleurs dans les autres pays, d'échanger avec eux, de montrer aussi l'expertise du Québec en lutte contre les changements climatiques et avec le plan Nord, avec les affaires nordiques, et échanger avec les différents décideurs de la planète pour essayer de voir comment on peut accélérer cette lutte au changement climatique. Comment on peut s'arranger pour qu'il y ait un développement, mais vraiment durable de l'Arctique, parce que c'est inévitable, là. En ce moment, il y a une course, là, tous les pays qui n'ont rien à voir avec l'Arctique, là, la Chine, le Japon, la Corée, tout le monde est en train de se faire construire un brise-glace et il y aura une ruée vers l'Arctique. Alors, il faut être prêt. Il faut s'assurer que les populations locales sont bien représentées, bien protégées dans cette ruée qui sera inévitable et s'assurer qu'on ne fera pas les mêmes erreurs que dans le passé. Donc, mon mandat est très intéressant dans la mesure où j'ai un accès direct aux décideurs, aux grands influenceurs. Je pense à des rencontres que j'ai faites mémorables là, à John Kerry, par exemple, pendant 30 minutes où on discute sur les grands enjeux, sur la politique internationale depuis l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche. On est vraiment là dans... Avant, je pouvais faire des films, évidemment, et essayer en fait, rêver que les grands décideurs puissent voir mes films. Maintenant, j'ai accès directement à eux et ça, c'est un privilège. Donc, je vais continuer ce poste-là tant que j'aurai le sentiment que je peux faire avancer les choses. Donc, on parlait des jeunes, l'espoir que tu as beaucoup en la jeunesse, mais à travers les voyages, à travers les rencontres de décideurs, il y a sûrement des projets ou des actions concrètes qui donnent espoir aussi. Oui. En fait, je pense à cette mobilisation qui est en train de se créer un petit peu partout. Dans les rencontres sur l'Arctique, par exemple, on se rend compte que les pays scandinaves sont très, très présents, qui sont en train de mobiliser leurs jeunes pour essayer de les laisser dans les régions arctiques. Alors souvent, ils vont partir, ils vont être encouragés pour partir, aller voir les grandes villes, etc., mais avec des programmes pour les ramener vraiment dans les régions, pour que nos jeunes fassent partie de nos territoires arctiques aussi. Il y a plein, évidemment, de programmes de jeunes pour la lutte contre les changements climatiques un petit peu partout sur la planète. Vous savez, j'ai le privilège d'aller au COP, donc aux conférences chaque année là, sur les changements climatiques. Il y a souvent 20 000 personnes qui tournent autour de ces grandes conférences internationales et il y a toujours beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont là, beaucoup de jeunes qui montrent cette mobilisation formidable. Alors, ça, c'est encourageant. Une chose qui est importante dans la question des changements climatiques, c'est les principales victimes des changements climatiques qui ne sont pas nécessairement celles qui sont dans les pays qui ont eu le plus d'impact au niveau des changements climatiques. Ouais. Donc, ça appelle toute la question de la solidarité envers les plus démunis, que ce soit les démunis d'ici ou les démunis d'ailleurs. Absolument. Quelle est l'importance, justement, de cette coopération? La coopération climatique internationale, c'est essentiel. En ce sens-là,
Moi, j'ai piloté un programme où on est quand même arrivé, le ministre Couillard a annoncé 25,5 millions de dollars, et c'est de l'argent que l'on donne en partenariat. Donc, c'est des entreprises d'ici qui créent des partenariats dans des pays en développement. Nous, on a décidé que ça allait être des pays en développement francophones, simplement parce que l'enveloppe n'était pas assez grande pour faire toute la planète. Ça a envoyé un signal extraordinaire parce que c'était la première fois qu'une province, ou ce qu'on appelle un État fédéré, participait vraiment, lançait un programme de coopération climatique internationale. Et on s'arrange pour que ce soit un réel partenariat avec des gens. Donc, là, je pars pour le Sénégal la semaine prochaine. On a 3 projets là-bas. On travaille avec des femmes qui ont des projets vraiment pour lutter contre l'érosion côtière, etc. Donc, ce sont des apports financiers importants qui initient vraiment des changements réels. Parce que, soyons conscients, on va avoir besoin de mesures d'adaptation. On ne pourra pas juste diminuer nos gaz à effet de serre. Il va falloir également s'adapter parce que, disons que les objectifs sont extrêmement ambitieux et soyons réalistes. On devra toujours agir sur 2 piliers si on veut lutter contre les changements climatiques, c'est-à-dire la réduction de gaz à effet de serre d'un côté, mais certainement l'adaptation de l'autre, absolument. Et en ce sens-là, nous devons absolument jouer un rôle, nous comme pays riches, pour aider les pays qui sont le plus dans le besoin. Comment on peut lutter contre l'apathie? Parce qu'il y a une bonne partie du problème, des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux qui sont liés au fait que les problèmes apparaissent tellement importants qu'on a plus tendance à baisser les bras. Ouais. Donc ça passe par un changement de mentalité. Qu'est-ce qu'on doit faire pour apporter ce changement-là? Il y a des solutions techniques, mais au-delà des solutions techniques. C'est le grand défi. Le grand défi de demain, c'est de combattre l'apathie qui est presque naturelle chez l'humain, on dirait. C'est comme si on nous demandait de ne rien faire. Évidemment, c'est plus facile que de passer à l'action. Mais par contre, dans cette lutte au changement climatique, il va falloir qu'il y ait un mouvement citoyen. Sinon, il n'y aura aucune réussite. Impossible. Et donc, d'où l'importance de l'éducation, par exemple, pour initier vraiment ces grands mouvements de société. Je vous donne un exemple. En changement climatique, 41% des gaz à effet de serre vient du transport. On peut passer les lois qu'on voudra. S'il n'y a pas, à un moment donné, une volonté réelle de changement, de faire partie de ce vent de changement, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas une responsabilité du gouvernement. Le gouvernement est là pour encadrer. Il faut maintenant qu'on soit capable d'embarquer comme citoyen dans cette ère de changement. Alors, les défis sont grands et ils seront importants dans la mesure où on va être obligé, ce n'est pas que la technologie qui va venir sauver. Donc, il faut absolument qu'il y ait un changement de mentalité. Et c'est le plus grand défi. Donc, notre rôle, moi, un de mes rôles, c'est peut-être justement de prendre la science et de la vulgariser vraiment pour que les gens puissent bien comprendre l'impact de tout ça et continuer à essayer de jouer un rôle d'influenceur sur les politiques pour que vraiment on puisse avancer. Parce que, je le répète, ce qui va nous manquer, c'est le temps, beaucoup. Alors, jeunes leaders, dépêchez-vous de venir prendre notre place parce qu'on a vraiment besoin de vous. Donc, la place d'un mouvement, comme le mouvement des établissements verts Brundtland, dans cet effort de changement de mentalité, comment tu le vois? On existe depuis 25 ans, on fait des percées dans le milieu scolaire, on sensibilise les gens. Donc, c'est quoi l'importance d'un réseau comme ça? L'importance d'un réseau comme les établissements verts Brundtland, c'est essentiel parce que ça va au-delà d'une mode ou d'un mouvement qui est temporaire. Ça fait 25 ans que ce mouvement est là. Il a appris de ces 25 ans d'expérience. Et c'est important de comprendre que tout passe par l'éducation. Moi, je voyage beaucoup sur la scène internationale et je vois ce qui arrive avec les pays scandinaves, par exemple.
extrêmement bien organisé au niveau éducation. Ils ont misé il y a longtemps sur l'éducation vraiment comme une priorité de leur pays. Et on les voit, ils sont maintenant leaders en environnement dans à peu près toutes les facettes de la lutte contre les changements climatiques. Pourquoi? Parce que l'éducation, la transmission des valeurs de conservation, des valeurs de bien commun, c'est ce qui est à la base du changement. Donc, le mouvement EVB s'inscrit beaucoup là-dedans et je pense qu'il faut encourager vraiment ce genre de mouvement qui est à l'origine des grands changements sociétaux. Un message que tu souhaiterais livrer au personnel de l'éducation qui se sent peut-être un peu moins préoccupé par les questions dont on discute? Il n'y aura pas de grands changements sans la participation et la passion du personnel enseignant. Ils y font partie de la solution. C'est sans doute un des éléments les plus importants de cette grande chaîne de changement. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance parce que je les ai vus aller. J'ai vu à quel point ils se donnent. J'espère que nous aurons éventuellement une société qui reconnaîtra davantage leur travail parce qu'ils sont vraiment des piliers et ce sont des pourvoyeurs de rêves pour demain. Alors ça, j'espère qu'ils vont m'entendre et qu'ils vont vraiment comprendre la sincérité de ce que je ressens pour eux. Ce sont les piliers de nos sociétés et on a besoin d'eux. Ils doivent vraiment continuer à faire cet effort pour orienter nos jeunes vers des valeurs de société, vers des valeurs de changement et on en a vraiment besoin. On n'est plus dans une situation où on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que les changements climatiques vont vraiment affecter notre quotidien? On a plein d'exemples. On sait qu'on est en plein dedans et il faut agir le plus rapidement possible si on veut trouver des solutions. Mais les vecteurs de changement, ça demeure bien sûr les professeurs et tout le personnel enseignant. Oui, lors d'une dernière conversation, tu me parlais que le mouvement EVB inspirait aussi d'autres pays, que la Commission européenne parlait éventuellement de création de réseaux. Est-ce que tu pourrais nous en parler? En fait, on se rend compte que il y a beaucoup de... Vous savez, il y a une nouvelle démocratie il y a une nouvelle diplomatie qui s'installe dans le monde. C'est ce qu'on appelle la diplomatie climatique et arctique, donc d'où ma nomination. Il y a beaucoup d'ambassadeurs de différents pays qui sont nommés. Et l'idée, c'est vraiment de partager de l'information et donc de partager de l'expertise et des échanges entre les jeunes des différents pays. Par exemple, l'Union européenne est en train de mettre au point un programme où vraiment on va pouvoir partager avec eux sur des questions comme l'Arctique. Et c'est intéressant parce que nous, on a une vision de l'Arctique en tant que Canadiens, mais évidemment, les Suédois, les Finlandais, les Norvégiens ont une vision vraiment différente puisque le développement de l'Arctique est complètement différent là-bas. Alors, cet échange d'informations permet évidemment de nourrir chaque groupe dans chaque pays. Et je pense qu'il faut encourager ça. Ce sont des initiatives qui sont rendues possibles maintenant avec cette facilité de communication qui existe, ce qui était plus difficile avant. Alors maintenant, il y a une ouverture vraiment pour un réel dialogue entre les professeurs de différents pays et j'encourage beaucoup cet échange d'informations-là. En fait, donc, jeune qui a poussé à Drummondville, donc en ville, on parle beaucoup de déficit nature, de la perte de contact que les jeunes peuvent avoir, les jeunes et les adultes avec la nature. Quelle est la place, d'un point de vue éducatif, qu'on doit accorder à ce contact-là, à recréer, renouer les liens avec la nature? Quand je suis revenu de la mission en Antarctique après 430 jours isolés, j'avais proposé la création de ce que j'avais appelé les classes nature obligatoires, donc vraiment intégrées dans le programme du ministère de l'Éducation, une formation dehors, en nature, pour que les jeunes puissent vraiment sortir et qu'ils aient ce contact avec cette nature. Vous savez,
plus on avance dans le temps, plus les populations deviennent urbaines, plus de la moitié de la population va vivre en ville. Et on a tendance à voir la nature comme un endroit où il fait bon aller un week-end pour relaxer. Alors, c'est beaucoup plus que ça. La nature, c'est ce qui supporte la vie. La nature, c'est la biodiversité. Et la biodiversité, c'est tout. C'est les médicaments qu'on a, c'est nos maisons, c'est nos vêtements. Alors, il faut voir cette nature comme étant quelque chose, c'est notre maison. Alors, si on perd le contact avec cette nature-là, bien, on perd le contact avec qui on est quelque part. Donc, d'où l'importance de faire sortir les jeunes, de les amener en nature et leur faire comprendre que une souris, c'est autre chose qu'un truc relié à un ordinateur, que le fish and chip, ce n'est pas une sorte de poisson de la mer du Nord. Il faut vraiment que les gens reprennent contact avec l'origine des choses. Le brocoli, ça ne pousse pas au supermarché. Hein? Donc, plus on va réussir ce défi à reconnecter les jeunes avec la nature, et plus je pense qu'on va éliminer de façon naturelle beaucoup de nos problèmes en environnement. Donc, ces jeunes-là, dans nos établissements, on a beaucoup de jeunes qui choisissent de s'engager, de travailler pour une cause quelconque. Quel message tu leur donnerais à ces jeunes-là? Je pense que, vous savez, la conclusion de tout ça, le message le plus important, c'est peut-être de dire aux jeunes, rêvez. N'ayez pas peur de rêver. Moi, je suis vraiment parti de rien. Je connaissais même pas la mer. J'avais jamais même pas vu la mer à 19 ans et ça a été un contact avec cette nature qui a initié un rêve. Et donc, le message de tout ça, vraiment aux jeunes, rêvez. Ce qui vous paraît inaccessible aujourd'hui, si vous y mettez un peu de cœur et de passion, sera sans doute quelque chose, un objectif à atteindre dans vos vies. Alors, rêvez et faites-nous rêver surtout. On en a vraiment, vraiment besoin parce qu'on a besoin d'espoir. Et l'espoir, ben, c'est la jeunesse. Merci.